Si vous suivez l'actualité, vous avez sans doute remarqué une tendance inquiétante ces dernières années. Entre 2020 et 2025, le monde a connu une résurgence spectaculaire des guerres interétatiques, ces conflits armés qui opposent directement les armées de deux ou plusieurs pays. C'est un phénomène qu'on pensait révolu, ou du moins en déclin après la fin de la guerre froide. Pourtant, les tensions géopolitiques, les ambitions territoriales et les luttes d'influence ont ravivé des flammes que l'on croyait éteintes, marquant une rupture brutale avec les décennies précédentes. Cette multiplication des conflits s'inscrit dans un contexte plus large de fragilisation de l'ordre mondial. Les grandes institutions internationales, comme l'ONU, créées justement pour prévenir ce type de guerre, semblent aujourd'hui en crise, paralysées par les vétos et les intérêts divergents de leurs membres les plus puissants. Parallèlement, on assiste à une recomposition profonde des alliances géopolitiques. Des blocs se forment, d'autres se fissurent, et de nouvelles puissances régionales affirment leurs ambitions, parfois par la force. Cet affaiblissement du multilatéralisme a créé un vide, un environnement où la loi du plus fort semble de nouveau primer sur le droit international. Dans cette vidéo, on va donc décrypter ensemble les 6 conflits interétatiques majeurs qui ont marqué cette période trouble, de 2020 à 2025. L'objectif n'est pas seulement de faire un état des lieux, mais de comprendre les racines de ces guerres, leur dynamique spécifique et leurs conséquences profondes, tant sur le plan humain que géopolitique. De l'Europe de l'Est au Caucase, en passant par l'Afrique et le Moyen-Orient, nous allons analyser comment ces conflits redessinent la carte du monde et nous questionner sur l'avenir de la paix à l'échelle planétaire. Le premier conflit, et sans doute le plus marquant pour l'Europe, est l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, lancée le 24 février 2022. Si cette date marque un tournant, les racines du conflit sont bien plus anciennes, remontant à l'annexion de la Crimée en 2014 et à la guerre qui couvait depuis dans le Donbass. Le Kremlin a justifié son opération militaire spéciale par la volonté de dénazifier l'Ukraine et d'empêcher son adhésion à l'OTAN, perçue comme une menace existentielle. Cette invasion a provoqué un choc mondial, ramenant la guerre de haute intensité sur le sol européen, une première depuis les guerres de Yougoslavie. Les conséquences humaines ont été dévastatrices, avec des millions de réfugiés, des dizaines de milliers de morts civils et militaires, et des villes entières réduites en ruines. Sur le plan géopolitique, cette guerre a totalement rebattu les cartes. Elle a entraîné une cohésion sans précédent au sein de l'OTAN, qui s'est élargie à la Finlande et à la Suède, et a provoqué des vagues de sanctions économiques massives contre la Russie. L'Ukraine, de son côté, a bénéficié d'un soutien militaire et financier colossal de la part des pays occidentaux. En 2025, la situation reste extrêmement tendue. Le front s'est plus ou moins stabilisé le long d'une ligne de plusieurs centaines de kilomètres, transformant le conflit en une guerre d'usure et de tranchées rappelant la Première Guerre mondiale. Aucune solution diplomatique claire n'émerge, et la reconstruction du pays s'annonce comme un défi titanesque pour les décennies à venir, tandis que l'Europe doit gérer sa nouvelle relation avec une Russie durablement isolée sur la scène occidentale. Le 7 octobre 2023, le Proche-Orient a basculé dans une nouvelle phase de violence extrême. Ce jour-là, des commandos du Hamas, le groupe islamiste qui contrôle la bande de Gaza, ont lancé une attaque terroriste d'une ampleur inédite en Israël, tuant plus de 1200 personnes, majoritairement des civils, et prenant environ 240 otages. La riposte d'Israël a été immédiate et d'une puissance dévastatrice. L'armée israélienne a lancé une opération militaire massive sur la bande de Gaza, avec pour objectifs affichés d'éradiquer le Hamas et de libérer les otages. Ce conflit, bien que centré sur Israël et un territoire palestinien, a rapidement pris une dimension interétatique par l'implication de multiples acteurs régionaux, notamment le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et leur parrain commun, l'Iran. Les conséquences humanitaires à Gaza ont été catastrophiques, avec un bilan de plusieurs dizaines de milliers de morts, une destruction massive des infrastructures et une crise humanitaire majeure. Sur le plan diplomatique, le conflit a isolé Israël sur la scène internationale, avec des accusations de crimes de guerre et une procédure engagée devant la Cour internationale de justice. Il a également mis en lumière les divisions profondes au sein de la communauté internationale et l'impuissance des puissances mondiales à imposer un cessez-le-feu durable. En 2025, la situation reste explosive. Bien qu'affaibli, le Hamas n'est pas totalement éradiqué. La question des otages n'est que partiellement résolue.
et la tension à la frontière israélo-libanaise menace à tout moment de dégénérer en une guerre régionale ouverte, anéantissant tout espoir à court terme d'une solution à deux États. Dans l'ombre des grands conflits médiatisés, une guerre brutale a redessiné la carte du Caucase du Sud. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle de la région du Haut-Karabakh n'est pas nouveau. Ses origines remontent à la chute de l'Union soviétique. Mais il a connu une escalade dramatique à l'automne 2020. Pendant 44 jours, l'armée azerbaïdjanaise, fortement soutenue par la Turquie et équipée de drones modernes, a mené une offensive éclair qui a balayé les défenses arméniennes. Cette guerre s'est terminée par une défaite cuisante pour l'Arménie, contrainte de signer un cessez-le-feu sous l'égide de la Russie et de céder le contrôle de vastes territoires qu'elle occupait depuis les années 1990. Le bilan humain a été lourd, avec plusieurs milliers de morts de chaque côté, mais c'est surtout le bilan territorial qui a été décisif. L'Azerbaïdjan a reconquis la quasi-totalité de la région, ce qui a culminé en septembre 2023 par une dernière offensive éclair qui a provoqué la dissolution de la République autoproclamée du Haut-Karabakh et l'exode de la quasi-totalité de sa population arménienne, soit plus de 100 000 personnes. Jusqu'en 2024, la situation est restée précaire, marquée par des tensions frontalières et la crainte d'une nouvelle invasion de l'Arménie elle-même par Bakou. Ce conflit a illustré le déclin de l'influence russe dans son étranger proche et l'affirmation de la Turquie comme une puissance régionale incontournable dans le Caucase. En novembre 2020, une guerre d'une violence inouïe a éclaté dans le nord de l'Éthiopie, dans la région du Tigré. Le conflit a été déclenché par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix, en 2019, contre les autorités régionales du Front de libération du peuple du Tigré, qu'il accusait de défier le pouvoir fédéral. Ce qui a été présenté comme une opération de maintien de l'ordre s'est rapidement transformé en une guerre totale. Le conflit a immédiatement pris une dimension interétatique avec l'intervention massive de l'armée de l'Érythrée voisine, ennemi juré du TPLF, aux côtés des forces fédérales éthiopiennes. Cette alliance a scellé le sort militaire du Tigré et a été le moteur des pires atrocités du conflit. Cette guerre a été caractérisée par une brutalité extrême, massacres de civils, violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, famines organisées par le blocus de la région. Le bilan humain est effroyable, estimé par certaines sources à plusieurs centaines de milliers de morts, ce qui en fait l'un des conflits les plus meurtriers du début du XXIe siècle. Après 2 ans de combats acharnés, un accord de paix a été signé à Pretoria, en novembre 2022, sous l'égide de l'Union africaine. Cet accord a acté la défaite militaire du TPLF et a permis un arrêt des combats. Cependant, la situation post-conflit reste fragile. Les troupes érythréennes ont mis du temps à se retirer complètement. Les tensions ethniques restent vives et la reconstruction d'une région dévastée, où la justice pour les crimes commis est encore loin d'être acquise, s'annonce longue et complexe. En avril 2023, la capitale soudanaise, Khartoum, est devenue le théâtre d'une guerre impitoyable entre les deux hommes les plus puissants du pays. D'un côté, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée nationale soudanaise. De l'autre, son ancien numéro 2, le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti, à la tête des forces de soutien rapide, une puissante milice paramilitaire. Ce conflit est né de la lutte pour le pouvoir qui a suivi le coup d'État de 2021, qui avait lui-même mis fin à une fragile transition démocratique post-2019. Bien qu'il s'agisse techniquement d'une guerre civile, elle a toutes les caractéristiques d'un conflit interétatique par procuration, chaque camp étant soutenu par des puissances étrangères et régionales distinctes. L'armée nationale est notamment soutenue par l'Égypte, tandis que les RSF bénéficient de l'appui des Émirats arabes unis et de la collaboration de mercenaires, notamment du groupe Wagner. Cette internationalisation du conflit a fourni armes et financements aux deux belligérants, prolongeant la guerre et la rendant encore plus destructrice. Les conséquences pour la population sont dramatiques, des milliers de morts, des millions de déplacés et de réfugiés, l'effondrement total des services de base et des crimes de guerre généralisés, notamment dans la région du Darfour qui revit les horreurs du début des années 2000. En 2025, le pays est fracturé, sans gouvernement fonctionnel, et la guerre s'est étendue à presque tout le territoire, créant une des pires crises humanitaires au monde et menaçant de déstabiliser toute la région de la Corne de l'Afrique et du Sahel. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo est une tragédie qui dure depuis près de 30 ans,
Mais la période 2022 à 2025 a vu une escalade particulièrement dangereuse, ravivant les tensions directes avec le Rwanda voisin. Le contexte historique est complexe, lié aux conséquences du génocide des Tutsis au Rwanda en 1984. Au cœur des tensions actuelles se trouve la résurgence spectaculaire du groupe rebelle M23, qui, selon de nombreux rapports de l'ONU, bénéficie d'un soutien militaire direct et massif de l'armée rwandaise. Depuis la fin de 2021, le M23 a conquis de larges pans de la province du Nord Kivu, s'emparant de villes stratégiques et provoquant le déplacement de plus d'1 million de personnes. Cette situation a mené à des affrontements directs entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise sur le sol congolais, faisant de ce conflit par procuration une quasi-guerre interétatique non déclarée. La RDC accuse ouvertement le Rwanda de vouloir piller ses ressources minières, tandis que le Rwanda justifie son intervention par la nécessité de lutter contre les rebelles Hutus rwandais présents en RDC. En 2025, la situation est dans une impasse totale. Les initiatives diplomatiques régionales ont échoué, une force de l'Afrique de l'Est s'est retirée et la violence s'est intensifiée. Ce conflit illustre parfaitement la fragilité des États dans la région des Grands Lacs, l'importance des enjeux liés aux minerais stratégiques et l'échec de la communauté internationale à imposer une paix durable. En analysant ces 6 conflits majeurs, des caractéristiques communes émergent et dessinent les contours d'une nouvelle ère de la guerre. On observe d'abord un déclin flagrant du multilatéralisme, avec une ONU paralysée, incapable d'empêcher ou de résoudre ces guerres. Ensuite, une militarisation croissante des relations internationales, où la force redevient un outil légitime pour atteindre des objectifs politiques. On voit aussi l'essor des guerres hybrides, mêlant armées conventionnelles, groupes armés par procuration, cyberattaques et campagnes de désinformation. Enfin, le rôle déterminant des puissances régionales, comme la Turquie, l'Iran ou les Émirats arabes unis, qui agissent souvent en dehors des cadres traditionnels et poursuivent leurs propres agendas, remodelant les équilibres locaux. Les conséquences globales de cette tendance sont profondes et inquiétantes. Partout dans le monde, les dépenses militaires sont en hausse spectaculaire, détournant des ressources qui pourraient être allouées au développement ou à la lutte contre le changement climatique. Les frontières, qui semblaient sanctuarisées par le droit international, sont de plus en plus remises en cause par la force. Ces guerres engendrent des crises humanitaires massives, avec des millions de réfugiés et de déplacés, et déstabilisent des régions entières. Elles provoquent également une recomposition accélérée des alliances, créant un monde plus fragmenté, plus polarisé, et donc intrinsèquement plus dangereux et imprévisible. Face à cette réalité sombre, il est urgent de repenser nos approches de la prévention des conflits. Le vieux système de sécurité collective, hérité du XXe siècle, montre ses limites. Il est peut-être temps de renforcer les institutions régionales, comme l'Union africaine ou d'autres organisations, qui sont souvent mieux placées pour comprendre les dynamiques locales et proposer des médiations adaptées. Permettre la reconstruction durable des sociétés touchées par la guerre ne passera pas seulement par l'aide humanitaire, mais par un véritable investissement politique pour traiter les causes profondes de ces conflits. C'est un défi immense, mais essentiel si nous voulons éviter que cette période de 2020 à 2025 ne soit que le prélude à un siècle encore plus violent. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires et à bientôt pour une nouvelle vidéo.